Salut Internet. Je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler géographie et plus particulièrement d'îles. Qu'est-ce que j'aime vous parler d'îles. Et cette fois-ci, elles sont plutôt extrêmes. Qu'elles soient dangereuses ou interdites d'accès, qu'il y ait un danger de mort, d'empoisonnement, ces îles ont toutes un point commun, leur histoire très riche. Et je vous précise déjà que pour certaines d'entre elles, le danger date d'une époque bien particulière dans le passé. Enfin bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Au Royaume-Uni, dans le Kent, une île est à l'origine de légendes urbaines bien sordides. Goules mangeuses de cerveau, chiens diaboliques aux yeux rouges ou encore corps enterrés sans tête. C'est Deadman's Island, cette toute petite étendue de terre là. Et elle porte très bien son nom car elle est recouverte d'ossements et de restes humains. Les rares visiteurs autorisés à s'y rendre ne peuvent pas faire un pas sans tomber nez à nez avec un fémur, une mâchoire ou des morceaux de cercueil. Pour comprendre pourquoi il y a un cimetière à ciel ouvert à seulement 60 bornes de Londres, faut remonter 2 siècles en arrière, juste après les guerres napoléoniennes. Les navires de guerre, genre HMS Canada, HMS Dolphin, tout ça, n'ont plus autant d'utilité qu'avant et il est de bon ton, depuis la fin du XVIIIe siècle, de les reconvertir en prison pour lutter contre la surpopulation carcérale à terre. Les autorités de l'époque ont donc amarré des navires dans la rivière Medway, leur ont coupé le mât, enlevé les voiles, viré les canons et y ont mis des détenus. Ces prisons flottantes étaient de vrais nids à maladies, comme le choléra. Pour éviter que l'épidémie se répande au sein des prisons mais aussi dans la société anglaise, les geôliers de l'époque isolaient les moins résistants dans le fond de cale des bateaux, avant d'enterrer leurs corps dans des cercueils sous quasi 2 mètres de boue sur Deadman's Island. Sauf qu'avec le temps, l'érosion et la montée des eaux, littéralement, ces derniers ont commencé à apparaître à la surface lors des marées basses, donnant une atmosphère des plus lugubres, surtout quand on sait que des hommes et enfants y ont été enfermés pour des délits souvent mineurs comme le vol, avant d'être jugés ou expédiés vers la nouvelle colonie pénitentiaire du Royaume-Uni, l'Australie. De nos jours, l'accès à l'île est interdit, elle est juste utilisée à des fins de recherche scientifique. Les Pays-Bas est l'un des pays qui se mange le plus d'ouragans au monde. Ah, ça vous embouche un coin? Bon, j'ai peut-être un petit peu enjolivé la réalité, mais c'est fondamentalement pas faux. L'île de Saba, dans les Antilles, se fait très régulièrement balayer par ces catastrophes naturelles, et l'île de Saba appartient aux Pays-Bas. Alors je sais, sur le papier, mis à part les bonnes grosses tempêtes, ça a pas l'air si horrible que ça. C'est une île peu peuplée, il y a seulement 2000 habitants, il y a presque pas de touristes, et puis c'est les Caraïbes, il y a des criques sauvages, une végétation luxuriante, etc. Faites-moi confiance, en 8 ans de recherche, j'ai fait le tour de pourquoi Saba est une île à fuir, et ce, de tout temps. Déjà au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle aurait été le refuge de pirates. Et si vous avez regardé le 77 sur les pirates, vous savez que c'était pas vraiment gage de sécurité pour quiconque s'aventurait dans les parages. De nos jours, il faut déjà parvenir à s'y rendre sur cette île. Et y atterrir n'est pas une mince affaire. La piste mesure seulement 400 mètres, et surtout elle finit par une falaise qui surplombe la mer. Après avoir passé cette étape, il faut ensuite survivre à l'île, tout simplement. Parce que Saba, c'est avant tout un volcan dont le point culminant, le mont Senri, accessoirement le point le plus haut de tous les territoires du Pays-Bas confondus, est en fait un dôme de lave solidifié. On pense que la dernière éruption s'est produite aux alentours de 1640. Certes, ça date, mais la prochaine pourrait techniquement arriver à tout moment parce que ce stratovolcan est toujours actif. De quoi refroidir la plupart d'entre nous, mais si vous faites partie des plus intrépides, laissez-moi vous rappeler la première carte que je vous ai sortie. Messieurs, dames, j'invoque Louis, Hugo, Omar, Earl, Irène, Maria, Dorian, Laura ou encore Irma. Autrement dit, une flopée d'ouragans. Et encore, c'est une infime partie comparée à tout ce que l'île s'est mangé depuis 1533. Si on prend en compte l'intégralité des cyclones tropicaux, la liste est longue comme mon bras. Les vents de certains d'entre eux ont dépassé les 250 km/h. Quasiment à chaque fois, c'est le chaos sur place. Des coupures d'électricité, de télécommunications, des évacuations, des millions d'euros de dégâts, sans compter évidemment les pluies torrentielles qui peuvent provoquer ce type d'inondation. J'espère que maintenant vous êtes tous convaincus. Les îles Farallon forment un archipel escarpé situé à 50 km au large de San Francisco. La zone est protégée et abrite un véritable sanctuaire marin où cohabitent de nombreuses espèces comme les baleines, les grands requins blancs, les phoques, les dauphins, les marsouins et 47 800 barils de déchets radioactifs. C'est une nouvelle espèce qu'on a découvert il y a pas très longtemps, il y a quelques décennies. Ils ont été immergés là par l'armée américaine de 1946 à 1970 après avoir été scellés et remplis de béton. Hop là, ni vu ni connu dans les fonds marins. Sauf que évidemment
vraiment ça a été vu et connu. Mais pourtant, ils ont vraiment essayé de cacher ça. Ceux qui flottaient à la surface ont été soigneusement dézingués à l'arme à feu pour être sûr qu'ils fassent un direct vers les profondeurs. En 1951, l'armée américaine a aussi fait couler l'USS Independence, un navire déployé lors des essais nucléaires sur l'atoll de Bikini, avec à son bord, tenez-vous bien, d'autres nombreux fûts de déchets radioactifs. Ça paraît tout de suite un peu moyen tout ça, mais faut pas oublier qu'on est au début du nucléaire et que nos aïeux étaient encore loin de saisir tout ce qu'implique son utilisation. Ça, c'est ce que je dirais si je voulais les défendre, évidemment. L'emplacement de l'Indépendance a été retrouvé en 2015 par la marine américaine. Son épave a été cartographiée et visiblement aucun problème n'était à déclarer. La coque semble intacte. Les analyses menées dans la zone ces dernières années ont elles aussi démontré que le taux de radiation n'y était pas plus élevé qu'ailleurs. Le chercheur Kai Vetter, professeur de l'université de Berkeley, a soutenu à ce propos que l'océan est une super barrière naturelle contre les radiations et que les sites contaminés sont tellement minimes qu'il n'y a que de très faibles répercussions sur la santé publique. Par contre, les autorités, elles, sont un peu plus prudentes et n'affirment rien pour l'instant. Justement, elles ont statué que les dangers que pourraient provoquer ces barils restent inconnus. Tout de suite, c'est un petit peu moins rassurant. Quoi qu'il en soit, les enlever serait bien plus risqué que de les laisser rouiller au fond de l'océan. Au nord de la mer Adriatique se trouve la petite île croate de Goli Otok. Aujourd'hui, c'est une île inhabitée, abandonnée et remplie de ruines. Pourtant, entre 1949 et 1989, elle a été un endroit particulièrement horrible pour toutes les personnes qui y sont passées, car Goli Otok était une île prison. Elle a été créée suite à la rupture Tito-Staline. Pour faire très simple et très court, c'est un épisode durant lequel Tito, un maréchal yougoslave, et Staline ont cessé d'être alliés, voire même carrément l'inverse. C'est dans un contexte de tension extrême entre les deux parties que le régime yougoslave crée Goli Otok. Toute personne qui fait partie du régime soviétique stalinien ou qui soutient de près ou de loin le petit père des peuples est arrêtée. C'est comme ça que des milliers de prisonniers politiques vont passer par ce camp de travail forcé et connaître des conditions de vie particulièrement extrêmes. Sévices multiples, faim, froid, la vie sur place est considérée comme un enfer vivant. Au sein du camp se trouvait Petrova Rupa, que l'on peut traduire littéralement par le trou de pierre. Il s'agissait d'une sorte de fosse de 20 mètres de large et 3 mètres de profondeur, surplombée par des tours de guet et uniquement accessible via un escalier. Les prisonniers qui s'y trouvaient étaient considérés comme les plus dangereux. C'était généralement des hauts dirigeants comme des ministres, des généraux ou des ambassadeurs, mais ça pouvait aussi être des professeurs d'université ou des soldats. Et croyez-moi, je rentre pas dans les détails, mais on n'avait vraiment pas envie de passer par le trou de pierre. Officiellement, entre 400 et 500 personnes ont perdu la vie dans cette prison, ce qui est déjà gigantesque je trouve, mais évidemment certains pensent que le chiffre est beaucoup plus élevé. C'est pour toutes ces raisons que Goli Otok est parfois surnommé l'Alcatraz croate. Aujourd'hui, l'île peut se visiter et une association se bat pour faire de cet endroit un lieu de mémoire. Sur place, une plaque a été installée et rend hommage à toutes les victimes de régimes autoritaires et totalitaires. Ramri est une île située sur la côte ouest du Myanmar. Plus de 1300 km², rattachée au continent par une seule petite route. C'est ce petit pont là. D'ailleurs, superbe 360. Merci à la personne qui l'a réalisé. Mais la particularité de l'île vient d'ailleurs. Un événement plutôt insolite, mais assez tragique, se serait déroulé là-bas en 1945. Imaginez, on est au début de l'année 45, en pleine guerre du Pacifique, perdu au milieu des zones marécageuses, et l'opération Matador est en cours. Pas de torero là-dedans, pas de chorizo. D'un côté, l'armée indienne britannique, de l'autre, l'armée impériale japonaise. Cette dernière est repoussée par la première et se retrouve contrainte de fuir en passant par des marais et des mangroves. Ce que les soldats n'avaient pas prévu, c'était la présence d'un troisième protagoniste, les crocodiles. Un article du Guardian, datant de l'époque, raconte une scène absolument terrible, reprise dans le livre d'un naturaliste canadien renommé. Une nuit, des crocodiles, attirés par l'odeur du sang, se seraient rassemblés dans les marais et auraient attaqué les soldats blessés, piégés dans la boue. Plus de 1000 soldats japonais auraient donc perdu la vie au cours de cette nuit et seulement 20 survivants seraient parvenus à s'en sortir. Quand on s'intéresse aux histoires de guerre insolites, c'est un événement plutôt connu, sauf que cette histoire est fausse. Enfin, du moins en partie. En 2016, National Geographic a enquêté et a découvert que les soldats n'avaient pas tous succombé à une attaque de crocodile. Sur les 1000 décès, il y en a eu entre 10 et 15. Mais la majorité ont perdu la vie à cause des combats, des maladies, de la faim ou même d'attaques de requins. Cette enquête a même entraîné la modification du Guinness World Record de 2017.
Dans la baie de Saint-Malo se trouve la petite île de Sésambre, même pas 1 km² de superficie, habitée par une seule famille, propriétaire de ce restaurant. Jusqu'en 2017, à part la plage, cette île était une zone strictement interdite. Je vous explique pourquoi. Lors de la libération de Saint-Malo, le 17 août 1944, Sésambre, elle, résiste. Une troupe allemande de 400 hommes refuse de se rendre. Pendant plus de 15 jours, l'île subit un bombardement extrêmement intense. On parle vraiment de milliers d'obus qui sont lâchés sur place, 1 km² de superficie, je vous rappelle. Pour ne rien arranger, certains sont au napalm et au phosphore, des substances très toxiques. Le pilonnage prend fin début septembre 1944 et ce n'est que dans les années 50 que les travaux de déminage commencent. Il a fallu attendre 2018 pour qu'un sentier soit rendu accessible aux visiteurs et aux randonneurs. Par contre, imaginez pas que c'est quartier libre pour tout le monde. Il ne faut surtout pas quitter la piste, car plusieurs zones de l'île ne sont pas encore déminées. D'ailleurs, une grande partie de son pourtour est également interdite aux bateaux. Sésambre abrite toujours les vestiges de cet épisode particulièrement violent de son histoire. Des canons sont encore présents, dont un déformé par le napalm, et les cratères des bombes sont toujours visibles. Au fil du temps, l'île est surtout devenue une réserve d'oiseaux de mer. Ce fait est un poil plus court que les autres, mais déjà j'étais obligé d'en parler vu son histoire, et surtout, ça va me permettre de vous parler un petit peu plus longtemps de la prochaine île. Le 9 octobre 1981, un étrange manifeste signé The Dark Harvest Commando a été adressé entre autres au Glasgow Herald. Il annonçait le début d'une inquiétante campagne dont le premier acte venait de commencer avec la livraison d'un colis dans le lieu d'où proviennent, je cite, les graines de la mort. Au même moment, à plus de 550 km, le laboratoire du gouvernement britannique Porton Down trouve en effet ce paquet rempli de terre. Rebelote, 5 jours plus tard, un second colis est retrouvé dans une boîte verrouillée au sommet de la tour de Blackpool, alors que la ville accueillait la conférence du Parti conservateur présidée par Margaret Thatcher, la première ministre de l'époque. Et là encore, de la terre. Une nouvelle qui glace le sang des autorités britanniques et très vite de l'opinion publique. Parce que, ce que je me suis bien gardé de vous dire jusque-là, c'est que cette terre proviendrait de Gruinard, en Écosse. Une île entièrement contaminée par de l'anthrax. Une bactérie si mortelle que son inhalation peut suffire à tuer quelqu'un dans les jours qui suivent. Cette action coup de poing du commando a permis d'alerter et d'informer les Britanniques sur les dangers que représentait l'île écossaise après 40 ans de contamination. Ce scandale sanitaire a dû entrer en résonance avec les souvenirs des habitants de la zone autour de l'île qui s'étaient plaints en 1943 que leur troupeau était décimé par un mal étrange depuis que des nuages bizarres étaient vus au-dessus de l'île. Le gouvernement avait balayé ça, ils avaient prétexté une contamination à partir d'une carcasse jetée par-dessus bord par un navire grec. Ouais bon, ils ont bon dos les Grecs, tout le monde avait été un petit peu dédommagé et puis hop, l'affaire s'était tout simplement tassée. Mais comme vous vous en doutez, la réalité est bien plus sombre. L'île a été le lieu d'expérimentation d'armes bactériologiques à partir de 1942. En pleine Seconde Guerre mondiale, Churchill craignait que les Allemands ne les devancent et tenait à ce que les Anglais puissent riposter à force égale. Dans une vidéo déclassifiée, des hommes en combinaison testent sur des moutons emprisonnés dans des cages des nuages d'anthrax. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les bêtes sont décimées. Une faible tentative de décontaminer l'île en y mettant feu n'a pas suffi, et 40 ans plus tard, dans les années 1980, Gruinard était toujours une bombe à retardement. Ce coup médiatique a poussé le gouvernement à mener de nouvelles analyses, puis à décontaminer l'île en 1986 en aspergeant du formaldéhyde. Maintenant vous savez, si vous avez de l'anthrax à proximité, il faut mettre du formaldéhyde. Visiblement ça fonctionne bien. En tout cas, voilà qui conclut cette petite vidéo de géographie sur les îles. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une vidéo qui va plaire à tout le monde, j'en suis certain. Un indice tout de suite, messieurs, dames, c'est chez vous. Allez, à très bientôt. Salut Internet.